Josiane pour l'accueil, c'est vraiment, vraiment gentil. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous. J'espère que ça pourra vous enlever un peu de pression, mais aussi vous inspirer à, oui, réaliser que vous en faites assez, puis que parfois, avec simplement des petits shifts dans nos perspectives, puis dans l'énergie qu'on apporte à notre journée, on peut vraiment faire des changements majeur dans la dynamique de la journée avec nos enfants, pour eux puis pour nous. Donc voilà. Alors, oui, je vais prendre vos questions, vos commentaires vers la fin. Là, je vais essayer de ne pas regarder le chat pour ne pas perdre le fil de tout ça. Fait que j'espère que vous allez bien. J'espère que, comme disait Josiane, vous êtes en sécurité puis que vous vous sentez pas trop dépassé par ce qui se passe collectivement. On vit vraiment une période d'anxiété collective qui est très importante et tout ce qui se passe à l'extérieur de nos maisons mondialement, c'est vraiment gros. Puis en plus de ça, bien, à l'intérieur de nos maisons, ça peut devenir un grand défi de se retrouver du jour au lendemain avec nos enfants à la maison 24 heures sur 24. Pour plusieurs personnes, c'est pas habituel. C'est pas habituel pour le parent, puis c'est pas habituel pour l'enfant. Donc, normalement, c'est un apprentissage qui se fait graduellement. Hein. On a nos bébés, puis on grandit avec eux à travers les années. Donc là, de se ramasser du jour au lendemain comme ça, quand c'est pas nécessairement un choix non plus nécessairement, ça amène vraiment son lot de défis pour nous et pour les enfants. Puis même quand on est maman à la maison, parent à la maison, c'est tellement différent ce qu'on vit de la situation habituelle, que même quand on est habitué d'être un parent à la maison, c'est vraiment intense de ne plus sortir, de ne pas avoir notre village pour se soutenir, pour s'aider, de ne pas pouvoir aller au parc, etc. Donc, collectivement, on vit vraiment quelque chose de gros. Donc, j'espère que vous êtes doux avec vous. Et en plus de ça, il y a beaucoup de personnes entre nous qui continuent à travailler de la maison. Donc, ça vient apporter une situation qui peut rapidement devenir anxiogène. Et en plus, s'il y en a avec des enfants d'âge scolaire, ça ramène un défi supplémentaire. On peut se sentir avec beaucoup de pression de devoir transformer la maison en un milieu scolaire, de devoir s'assurer qu'ils cheminent, qu'ils performent. Donc, tout ça, ça peut devenir vraiment, vraiment très lourd pour le parent et pour l'enfant. Donc, en ce moment, on vit vraiment une histoire de l'humanité, puis je suis certaine que vous en ressentez les effets. J'espère que là, vu qu'on est rendu à la 4e semaine, même si l'énergie est vraiment intense en ce moment, j'espère que vous commencez à prendre un petit peu votre rythme, que ça se place légèrement. Peut-être aussi que ça allait bien au début parce que c'était plus une lune de miel, une grande pause qui peut faire du bien, puis que là, on retombe dans notre nouvelle normalité, donc ça peut devenir un peu challengeant. Personnellement, c'est plus ça qui se passe chez nous. On a passé les 2 premières semaines de façon très extraordinaire, le temps de jongler dans tout ça. Puis là, ça commence, mes enfants commencent à ressentir le fait que, oh, OK, là, c'est notre nouveau normal, là, on est en ajustement encore. Donc, je pense qu'en ce moment, vu que ce qu'on vit collectivement, c'est très, très gros, puis que nos enfants ressentent énormément ce qu'on vit également en ce moment, qui méritent, eux et nous, qu'on mérite d'être célébrés. Que c'est vraiment important en ce moment. C'est toujours important, à mon avis, mais encore plus en ce moment, de materner nos enfants à travers cette crise-là. Et on va en reparler pendant le cercle, mais materner nos enfants, c'est une façon de s'apporter beaucoup, beaucoup de bien-être à nous également. Vous le savez, vous le remarquez, nos enfants absorbent toutes nos vibrations, tout ce qu'on ressent est communiqué à nos enfants, puis ils absorbent tout ce qu'on est, tout ce qu'on dégage, même si on met un masque et qu'on essaie de cacher ce qu'on ressent en ce moment. Nos enfants sont hyper connectés, hyper intuitifs, ils ressentent tout. Ils sont pas capables de mettre des mots dessus, de les identifier, de les comprendre, mais ils ressentent tout. Parallèlement, bien, ils sont toujours avec nous maintenant. Puis comme je disais, la plupart des enfants ne sont pas nécessairement habitués à ça. Donc, c'est un gros apprentissage, puis ça peut mettre beaucoup de pression. Donc, en adoptant différentes postures, ça peut nous aider à alléger l'expérience pour nous et pour eux. Et je pense sincèrement que c'est un grand cadeau qu'on peut se faire, nous, en tant que parents, de questionner tout simplement
le regard qu'on pose sur nos enfants au quotidien et de le transmuter pendant cette période-là. Puis là, c'est pas d'en faire plus, de faire plus, de se rajouter des tâches, vraiment pas. Au contraire, en fait, c'est de vraiment prendre qu'est-ce qui nous déclenche au quotidien comme parents quand on est avec nos enfants, puis tout ce qui nous fâche, qui nous frustre, hein, qui nous irrite, qui nous agresse, qui nous fait réagir, puis de le transformer en une nouvelle énergie, une autre façon d'être, de ressentir, juste en le comprenant mieux, puis en le transcendant, en fait. On va y revenir un peu plus tard dans le cercle. Donc, personnellement, je trouve que c'est une situation qui nous donne une opportunité qu'on n'avait peut-être pas dans notre quotidien normal, puis qu'on se fait offrir. Puis c'est pas facile, là, je dis pas que c'est facile, mais c'est une opportunité pour plonger dans ce rôle-là qu'on a choisi, pour la plupart d'entre nous, d'être parents. De le revoir, de voir comment on se sent là-dedans, de peut-être mieux se comprendre à travers ce rôle-là. Puis de choisir d'être la lumière, d'être la résilience, d'être la force dans cette situation vraiment intense qu'on est en train de vivre collectivement, puis sur laquelle on n'a pas de contrôle. On a le contrôle sur choisir d'être notre lumière, d'être la lumière pour notre enfant. Puis c'est là-dessus, c'est la seule affaire sur laquelle on a le contrôle en réalité. Hein? En ce moment, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe à l'extérieur vraiment, puis on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc, on peut prendre contrôle sur la seule chose sur laquelle on a le contrôle, notre état d'esprit, puis notre environnement à la maison. Puis là, je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas accepter les sensations, les émotions qu'on ressent. Vraiment au contraire. Vraiment, c'est très, très important de laisser les émotions qu'on ressent vivre, les laisser vivre. On ressent tous de la peur, de l'anxiété, des craintes, des inquiétudes. C'est super normal. C'est tellement normal, c'est tellement intense, qu'est-ce qu'on vit. Mais c'est vraiment de laisser vivre ces vagues d'émotions-là, les laisser nous traverser, les honorer, puis les laisser nous quitter. Les émotions qu'on vit, ça ne nous définit pas. Ils ne sont pas nous, ils sont pas propres à nous. C'est des vagues qui nous traversent. Donc, en plongeant dans notre pouvoir intérieur pour être la lumière pour nos enfants puis pour nous, et c'est un gros cadeau à faire, ça développe notre équanimité, notre pouvoir intérieur, notre force tranquille. Puis évidemment, ça passe beaucoup par la méditation, puis vous êtes à la bonne place aujourd'hui, hein, ici, dans les cercles Witch, pour parler de méditation. Mais c'est vraiment un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire, d'avoir cette pratique de méditation-là, de pleine conscience avec vos enfants, pas nécessairement de méditer avec vos enfants, mais de faire des méditations puis des exercices de pleine conscience par rapport à votre relation avec vos enfants et à votre rôle dans votre maternité. Donc, profitez de cette saison d'arrêt, de ce ralentissement collectif-là, d'introspection, de notre hiver collectif, en fait, mondial, même si dehors, c'est le printemps. Donc, on ne peut pas se battre contre ça. Donc, on ne veut pas perdre de l'énergie à se battre contre ce qui se passe. Donc, on peut utiliser ça pour venir plonger à l'intérieur de nous puis voir comment on peut transmuter la relation qu'on a avec nos enfants. Donc, je vais glisser un petit mot sur le sentiment de sécurité, sur l'importance du sentiment de sécurité chez l'enfant. Les enfants se sentent en sécurité quand ils sentent que leurs parents sont leurs guides, que leurs parents sont en contrôle, pas d'eux, mais de ce qui est extérieur, disons. Ici, nous, les parents, on le sait, on doit apprendre un grand lâcher-prise quand on devient parent. Dans la vie, on doit apprendre à laisser aller, à choisir nos batailles, comme on dit, un grand lâcher-prise. Qu'on a le contrôle sur presque rien, puis que la seule chose qu'on peut contrôler, c'est nous-mêmes puis notre environnement immédiat. Mais par contre, notre posture quotidienne face à notre enfant va vraiment influencer le sentiment de sécurité de notre enfant. La manière qu'on accepte, qu'on accueille nos émotions, qu'on les transcende, la manière qu'on accueille les siennes. Et qui dit enfant en sécurité, qui se sent profondément en sécurité et connecté à son parent, dit un enfant qui collabore, un enfant qui s'implique dans sa vie de famille, dans sa propre vie. Puis leur sentiment profond de sécurité, bien, va leur permettre de ressortir de cette crise-là mondiale, de la pandémie, avec moins de trauma et plus de conscience. En d'autres mots, les enfants ils ont besoin, en ce moment plus que jamais, de notre amour inconditionnel. Puis ça tombe bien parce que nous aussi,
notre enfant intérieur, qui qu'on est nous, c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin d'amour inconditionnel envers nous-mêmes. Et plus on s'en donne pour nous, plus on en communique à notre enfant, puis plus on a la capacité d'accepter notre enfant pour ce qui est, pour de vrai. Pas l'enfant qu'on rêve d'avoir, mais l'enfant qu'on a pour vrai, qui est devant nous. Puis c'est de ça que le monde entier a besoin, c'est de ça que la planète a besoin. De l'amour inconditionnel, rien d'autre. Mais tant qu'on se juge, qu'on trouve qu'on n'en fait pas assez, qu'on fait pas les bonnes affaires, que nos enfants sont trop tannants, que nos enfants font toujours tout pour nous provoquer, tant qu'on a cette espèce de vision de dualité parent contre enfant, bien, on ne communique pas d'amour inconditionnel, ni pour nous, ni pour nos enfants. Donc aujourd'hui, je voulais parler de deux principaux pôles, si je peux dire, de la dynamique parent-enfant, pour essayer de vous outiller dans cette démarche-là, j'espère vous apporter un peu plus de douceur au quotidien avec vos enfants pendant le confinement. Je pense quand même que c'est des outils qui peuvent être très, très pertinents tout le temps, mais particulièrement pendant qu'on est confiné avec nos enfants à temps plein, en permanence. Parce qu'avec juste ces petits shifts-là, qui sont petits mais qui sont profonds, ça peut rapidement transformer la dynamique à la maison dans quelque chose de plus léger, de plus fluide, de plus connecté. Donc, ça passe à travers principalement notre présence, notre bienveillance qu'on porte envers nous, puis envers nos enfants. Donc, si on commence par le point de vue enfant. Okay? Je pense qu'en ces temps de confinement, mais tout le temps, mais présentement encore plus, vu qu'on vit vraiment une anxiété globale, c'est une occasion vraiment importante pour ralentir et se connecter à nos enfants. Et à se dire que la plus grande force qu'on possède en ce moment, notre plus grand pouvoir pour changer le monde, pour forger le nouveau monde, c'est nos enfants. Et là, je ne dis pas qu'on doit contrôler nos enfants pour forger le monde de demain, tout le contraire, mais en fait, on ne peut pas le contrôler, un enfant. On peut le guider, on peut le leader, mais on ne peut pas le contrôler sans le briser, sans l'éteindre, sans le mettre dans une boîte. Donc ici, le but n'est pas de le contrôler, mais bien de le guider, de l'inspirer, et ça passe par une relation qui est profonde avec son parent. Et c'est en utilisant le pouvoir du cœur, puis de la pleine conscience qui est en nous pour guider nos enfants vers des adultes qui vont être plus empathiques, plus authentiques, qui vont être plus matures émotionnellement que nous et les générations précédentes. Fait que oui, c'est très épeurant ce qu'on vit pour tout le monde. Ça prend de l'énergie, ça prend des cercles comme ici, ça prend des choses pour nous faire du bien, nous, en tant qu'adultes, pour se nourrir, pour se poser. Ça nous prend ça pour ne pas plonger dans un trauma collectif, puis le transmettre ensuite à nos enfants qui, eux, vont traîner ça de génération en génération. Excusez-moi, je vais reprendre un peu mon souffle. Donc, en ce moment, d'être pleinement présent pour nos enfants, c'est un grand cadeau à leur faire puis à nous faire. Nos enfants sont notre plus grande méditation. Je vous mets au défi de vous arrêter plusieurs fois dans la journée, une fraction de seconde, pour constater l'effet méditatif que vous apporte votre enfant, puis comment lui, il est constamment dans le moment présent. Il est dans un flow continuel, surtout les tout-petits. Hein? Plus ils grandissent, plus ils se conditionnent à sortir de leur flow. Mais observez votre enfant à quel point tout est fluide jusqu'à ce qu'il bloque sur quelque chose. Pardon. Il nous montre constamment, justement, à comment être dans le moment présent, comment vivre pleinement de moment à moment, moment à moment. Pas dans 4 moments, vraiment de moment à moment, et de façon abondante. Même dans les situations les plus simples, comme de rester à la maison, ça peut être simple, et eux, ils plongent là-dedans allègrement. Tu sais, c'est vraiment beau être un enfant, puis c'est très inspirant pour nous, les adultes, qui sont toujours en train de dire « faut que je fasse ça, qu'est-ce que je fais là, j'en veux ». On pense trop. Okay, revenez dans votre cœur, regardez vos enfants, ils vont vous aider à vous poser. Puis vous n'êtes pas obligé d'arrêter pendant des heures, 2 minutes à la fois, puis ça a son effet. C'est vraiment les maîtres du moment présent, puis c'est la seule chose dont on a besoin en ce moment, c'est le moment présent. On n'a aucune idée de comment ça va se passer.
après la crise, pendant la crise, tout ce qui se passe, on ne le sait pas. On ne l'a jamais su avant non plus. C'est juste que là, ça nous a pris une pandémie pour se rendre compte à quel point on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, regardons nos enfants puis apprenons d'eux à être dans le moment présent. Je vous invite fortement à les observer, à observer leurs unicités, ce qui les rend vraiment uniques, puis d'accueillir, de célébrer cette unicité-là. Je veux aussi vous dire que ça va peut-être vous soulager, de savoir qu'il n'est vraiment pas nécessaire puis qu'il n'est vraiment pas bon pour nos enfants d'être toujours avec nos enfants, de toujours leur donner notre pleine attention toute la journée. Être présent pour nos enfants, ça ne veut pas dire de tout faire puis d'en faire plus puis d'être le géo pour son enfant. Vraiment pas. C'est pas réaliste. On va s'épuiser. Puis ça va créer une grosse dépendance qui est un peu malsaine chez notre enfant. Donc, on peut utiliser la présence. En fait, il faut s'assurer d'avoir une présence, une vraie présence envers nos enfants, d'avoir quelques moments dans la journée où est-ce qu'on est pleinement avec eux, qu'on n'a pas notre téléphone, on ne pense pas au souper, on ne pense pas au travail. Puis, le reste du temps, ça peut être une présence passive. Vous travaillez, vous faites la vaisselle, peu importe, vous faites de la peinture, vous méditez, mais votre enfant est là. Il fait ses choses, il est occupé, il joue, il lit, mais vous êtes en présence de lui. Donc, s'il vous parle, vous l'accueillez, vous répondez. Mais vous n'êtes pas là à tout faire pour lui. Vous comprenez la nuance? Donc, le but ici, c'est de créer cette danse, d'être toujours ensemble, pleinement présent, mais aussi en séparation. Où l'enfant va plonger dans son jeu imaginaire, dans ses exercices d'école, peu importe. Et pour que nous, on fasse nos affaires aussi, puis qu'on se ressource, puis qu'on se recentre, qu'on puisse prendre soin de nous aussi. C'est dans ces pockets of time, ces moments-là, qu'on peut créer dans cette danse de connexion, de séparation. Une séparation dans la conscience, dans la présence. Je ne sais pas si je suis claire. C'est en mettant en place cette espèce de danse-là qui passe beaucoup par un rythme familial qui est réaliste dans la situation, qu'on va se créer cet espace pour nous à travers le jeu des enfants qui va nous libérer de l'espace. Donc, un bon truc, c'est de s'assurer d'avoir vraiment des moments pleins, un 15 minutes totalement dédiés à l'enfant, où tu ne prends pas ton téléphone, qu'est-ce que tu veux faire, on fait ce que tu veux, puis pendant que tu le fais à fond avec ton enfant. Et après, ça va faciliter les moments où votre enfant va se séparer en quelque sorte de vous pour aller plonger dans ses jeux et vous plonger dans ce que vous avez à faire. Un autre aspect que je trouve super important de parler, c'est les émotions des enfants puis de l'importance d'être présent pour eux pendant qu'ils expriment leurs émotions. Et ça, je le sais, c'est pas toujours évident en temps normal. C'est probablement encore moins évident en temps de pandémie parce qu'on deal avec notre propre anxiété. Puis les enfants peuvent avoir eux aussi une anxiété amplifiée, donc des comportements et des vagues émotives amplifiées. Donc, faites confiance à votre cœur. Okay? Quand vous vivez un moment que vous trouvez difficile avec votre enfant, qui vit une émotion vraiment intense, qui vous déstabilise, faites confiance à votre cœur. Et votre cœur, il sait toujours quoi faire. Le problème, c'est qu'on ne lui laisse pas la place. On est tout le temps dans notre cerveau. C'est notre ego, notre réactivité qui embarque. C'est pas notre cœur. Si on revient dans notre cœur, on sait toujours la bonne réponse. Notre rôle, quand notre enfant est en grande vague émotive, c'est d'être un phare dans la tempête pour lui, dans sa tempête émotive. Donc, dans leur grande tempête émotionnelle, dans leur peur, ils ont besoin de nous, surtout quand ils sont petits, avant 6 ou 7 ans, c'est primordial. Ils ont besoin de nous pour leur montrer comment, dans le fond, c'est comme si on leur montrait le chemin. On n'a rien besoin de faire comme tel, on est en pleine présence. Et c'est comme s'il y avait le phare dans la tempête vers où ils vont y arriver. Tu sais. Puis on leur montre ainsi à comprendre puis à accueillir leur vague d'émotions et que c'est rien d'autre qu'une vague d'émotions qui va les traverser. Ils ont besoin de nous comme phare pour arriver de l'autre côté. Puis que c'est juste un moment qui passe puis qui les définit pas. Okay?
Donc, un enfant ne va pas être mauvais parce qu'il y a des grandes vagues d'émotions. Les expressions terrible to, F4, c'est le temps de les enlever de votre vocabulaire parce qu'ils rentrent dans votre cerveau. Ils vous conditionnent à voir votre enfant qui est en crise comme quelqu'un qui vous provoque, comme quelqu'un qui vous manipule, ce qui est neurologiquement impossible à cet âge-là. Votre enfant est pris dans une grande vague d'émotions et il a juste besoin d'être accompagné dans cette vague-là. Et ça, votre cœur, il le sait toujours. Quand notre enfant... Comment dire? Donc, quand notre enfant, il nous déclenche, quand on est triggered par notre enfant, c'est vraiment le temps. Je sais que c'est pas facile et ça se passe tout dans des microsecondes. Quand on commence à sentir qu'on est déclenché, on commence à sentir qu'on serre les mâchoires, qu'on crispe les épaules, c'est le temps de prendre une micro-pause. Ça prend juste quelques secondes. Moi, j'aime bien mettre mes mains à mon cœur quand... mettre mes mains sur mon cœur quand je sens que ça commence, pour me ramener dans mon cœur, pour justement que ce soit mon cœur qui me guide, mon empathie qui me guide à travers cette vague d'émotions-là ou le trigger que je ressens, au lieu d'être dans ma tête, dans mon ego, dans mes peurs, dans mes conditionnements et dans toutes mes idées préconçues de ce que c'est supposé d'être, être un parent, puis tu sais, l'image que c'est supposé d'avoir, qui nous déconnecte du moment présent, de la situation qui est devant nous, on voit plus clair. Donc, en mettant mes mains sur mon cœur, ça me donne le micro-moment dont j'ai besoin pour être ancré dans le moment présent puis voir beaucoup mieux qu'est-ce qui se passe pour de vrai devant moi. T'sais. Donc, un enfant de 2 ans qui fait le bacon par terre, c'est pas parce qu'il est poche, c'est parce qu'il rush. T'sais. Ça, c'était pas prévu de rimer. Donc, tous ces conditionnements-là, on les accumule en nous inconsciemment. Puis, depuis qu'on est tout petit, puis c'est ça qui ressort quand on se sent déclenché par notre enfant. Généralement, quand on se sent déclenché, c'est que ça vient éveiller en nous soit une vieille blessure d'enfance ou un conditionnement, une structure collective qui a été bâtie de toutes pièces puis qui s'est imprégnée en nous dans notre jeunesse en grandissant. Donc, en revenant au cœur, ça nous aide vraiment à se sortir de ces idées-là puis de voir qu'est-ce qui se passe pour de vrai. Puis, je trouve que ça fait du bien de se rappeler que notre réactivité à nous, face à notre enfant qui nous déclenche, elle ne nous appartient pas. C'est une construction. Donc, elle appartient à des peurs, à des conditionnements qui ne nous définissent pas, dont on peut tranquillement, avec beaucoup d'amour, se défaire. Puis quand on les identifie, bien, doucement, on les guérit, puis on les laisse nous quitter. Donc, on est de moins en moins réactif. Donc, un bon truc qui marche pour moi, comme je disais, c'est vraiment de mettre mes mains à mon cœur. Quand mes enfants font quelque chose qui me déclenche, qui m'irrite, qui me fâche, ça me permet de me calmer, puis d'être dans l'accueil, puis dans la guidance. Ça ne veut pas dire d'accepter un comportement, mais de laisser l'émotion être, puis d'amener notre enfant vers peut-être un comportement plus approprié pour l'exprimer, trouver une solution. Peut-être que l'enfant manque de capacité pour faire ce qu'il a à faire, etc. Mais quand on est détaché de notre trigger, ben là, on peut, OK, là, je vois clairement qu'est-ce qui se passe devant moi. Il n'a pas essayé de me provoquer, il n'est juste pas capable de faire telle affaire, je vais lui montrer. Tu sais, on devient l'esprit beaucoup plus clair. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Donc, vraiment un bon petit truc, quand on commence à sentir qu'on est déclenché, on porte les mains au cœur, on revient à notre souffle, on n'est pas obligé de répondre tout de suite. Généralement, c'est pas urgent. Mais nous, vu qu'on est déclenché, on rentre en mode fight or flight, c'est notre cerveau primitif qui embarque, je vais l'expliquer bientôt. Et notre cerveau pense qu'on est en danger. Donc, en mettant nos mains au cœur, en respirant, on peut montrer à notre cerveau qu'on n'est pas en situation d'urgence. Donc, on n'est pas obligé de crier, on n'est pas obligé de réagir vraiment fortement. On peut se calmer, puis réagir, puis accueillir ou guider vers la bonne façon de faire, disons. Je regarde mes notes. J'ai tellement d'affaires que j'ai envie de vous dire que j'ai pris des notes. Donc, vraiment, notre cœur, c'est toujours, puis vraiment, l'empathie,
surtout si vous avez des tout-petits, mais aussi pour des plus vieux, l'empathie va vraiment faire des miracles. Hein? Dans beaucoup de situations, ça va même désamorcer des crises qui pourraient devenir très explosives et vraiment rentrer dans un cercle, une spirale descendante rapidement. Donc, par exemple, un enfant de 2 ans qui veut boire dans un verre bleu, puis tu lui donnes le verre vert, puis il va faire une grosse crise. Pour lui, premièrement, à son âge, il n'y a pas de différenciation dans ce qu'il ressent. Il a ressenti une frustration. Pour lui, c'est aussi grave que d'autres choses. Il n'y a pas de différenciation possible pour lui dans l'intensité, donc sa réactivité. En lui disant « Voyons donc, arrête de pleurer, c'est juste un verre », c'est comme si on venait jeter de l'huile sur le feu. En lui disant « Ouh, t'aurais vraiment aimé mieux avoir le verre bleu que le verre vert », tout d'un coup, l'énergie n'est pas pareille. Tout d'un coup, l'énergie est dans l'accueil, dans l'amour. Ça ne veut pas dire que tu peux lui donner l'autre verre, mais tu l'as compris, tu l'as accueilli. C'est un exemple vraiment basique, mais tout le monde qui a 2 ans ici a déjà vécu ça. Premier conseil, débarrassez-vous des verres de couleur. Donnez des verres ordinaires aux enfants. Mais bref, je pense que tout le monde peut se retrouver dans un exemple comme ça qui ont des tout-petits. Mais l'accueil, l'empathie va venir réconforter le cœur de notre enfant. Puis la vague va pouvoir, qu'il la finisse, sa vague, qu'il la pleure, sa vague, puis il est dans l'accueil, ça va passer, puis il va passer à autre chose. Donc, lentement, avec notre guidance, avec notre amour, les enfants vont apprendre à vivre leurs émotions, à les exprimer de mieux en mieux, avec de plus en plus de compétences. Ils n'ont pas ces compétences-là quand ils sont petits, c'est à nous de leur montrer. Et plus ils vont grandir et plus ils vont être dans l'accueil, moins ils vont être grandes, les vagues d'émotions, moins ils vont être intenses, amples, tu sais, en grandissant, parce qu'ils vont être mieux compris, puis ils vont pouvoir commencer à grasper, à comprendre, à saisir qu'il y a des nuances, des niveaux de tristesse puis de frustration. Fait qu'en grandissant, ils vont pouvoir se dire « Ah, ben ça me frustre un petit peu, mais j'ai pas besoin de faire une grande crise pour être entendu et compris. » C'est clair. Puis ça, c'est ce qui est le fun, c'est que tout ça, que notre cœur, il sait tout ça, là. Mais notre cerveau, notre conditionnement, il nous empêche parfois, et pas nécessairement, de voir clair là-dedans. C'est pas nécessairement les mœurs non plus éducatives qui sont prônées depuis quelques générations. Hein? Ça s'améliore de génération en génération, mais c'est pas encore la norme. Mais donc, ça fait pas partie, ça nécessite un déconditionnement de notre part. Mais on peut être des briseurs de cycles pour nos enfants. Puis, en faisant ça, d'ailleurs, moi, je veux dire que en déconditionnant ma propre perception sur plein d'aspects de ma maternité comme ça, puis en étant plus dans l'accueil puis la guidance envers mes enfants, j'ai guéri beaucoup de mes propres blessures d'enfant. C'est comme si en même temps que je le donnais à mes enfants, je l'avais donné à mon enfant intérieur. Puis ça m'a vraiment permis de grandir puis de guérir. Puis en guérissant comme ça, puis là, je vais en reparler, là, mais on devient vraiment moins réactif dans la vie aussi. Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée. Donc là, juste une petite parenthèse pour dire que oui, tous ces échanges énergétiques-là, puis de vraiment prendre sa micro-pause, puis le fait que notre enfant n'est jamais là pour nous provoquer, dans le seul et unique but de nous faire suer. Il n'est pas là pour nous faire suer, il veut connecter avec nous. Tout ça, c'est bien confirmé par les neurosciences, fait que peut-être que ça peut être intéressant ici de parler un petit peu du développement du cerveau de l'enfant, parce que je trouve que de connaître quelques informations comme ça peut vraiment nous aider en tant que parents à changer certaines petites, ça prend pas grand-chose des fois, des petits chiffres de perspective qui nous ressemblent dans notre cœur, puis qui changent l'énergie de moment en moment. Donc, ça peut venir vraiment alléger l'énergie qu'on a avec nos enfants. Pardon, j'ai vraiment... Excusez-moi. Donc, si je peux expliquer de façon brève, ultra simplifiée, hein, parce qu'on s'entend, les neurosciences, c'est très complexe, ce qui se passe un peu dans le cerveau de l'enfant quand un enfant est déclenché, quand un enfant traverse une vague émotive. Donc, en gros, notre cerveau est divisé en 2 grandes
zones majeures, le cerveau supérieur, puis le cerveau reptilien, le cerveau inférieur. Puis le cerveau reptilien, et lui, il est pleinement formé à la naissance. Le cerveau reptilien, le cerveau inférieur, c'est la partie du cerveau dans laquelle habitent nos fonctions vitales primitives. Donc, manger, respirer, puis tout ce qui touche à notre survie. Donc, l'adrénaline, le fight or flight, notre instinct de survie. Donc, notre réactivité face à un danger, qui nous permet de réagir super vite, super fort, puis de se sauver ou de figer si on a besoin. Bon. Le cerveau supérieur, c'est le cerveau qui s'est développé beaucoup plus tard dans l'histoire de l'humanité. C'est le cerveau de la réflexion, de l'échange, de la compréhension, des émotions complexes. C'est le cerveau de l'intelligence, le cerveau de la philosophie, de la réflexion, de l'empathie aussi. Ce cerveau-là, il n'est pas du tout développé à la naissance. Vraiment pas. Donc, lorsqu'un enfant, un tout petit, est envahi par ses émotions, c'est impossible, premièrement, de le raisonner. Il faut attendre que la vague d'émotions soit passée. Il est complètement pris dans sa tempête. Puis il est tellement pris dans sa tempête à ne pas savoir qu'est-ce qui se passe, il est tellement pris dans son cerveau reptilien que souvent il a peur parce qu'il ne comprend pas ce qui y arrive. Donc, si en plus son parent lui dit « Arrête de pleurer, voyons donc, c'est méchant, c'est possible. » Bon, si on est comme « Ah! » Bien, l'enfant, il panique. Puis c'est pour ça que les crises durent longtemps, des fois. Mais c'est correct parce que sachez que certains enfants, même avec l'approche la plus empathique du monde, vont avoir des crises qui vont durer très, très longtemps aussi. Ils ont juste un plus gros bagage à dégager de leur corps, plus d'énergie à sortir. Mais bref, l'enfant qui est pris dans sa tempête ne comprend pas ce qui lui arrive. Et il a besoin de nous, son parent, comme un ancrage, comme un phare pour être rassuré, pour plus facilement passer de l'autre côté de sa vague et revenir à lui, si je peux dire, par notre accueil et notre patience, etc. Donc, pendant la petite enfance, on a un rôle clé pour relier le cerveau reptilien au cerveau supérieur. Donc, l'image que j'aime bien utiliser, c'est une image du docteur Daniel Siegel, qui est un neuroscientifique super pour le cerveau de l'enfant, qui, lui, il l'illustre par le point. Donc, ici, c'est le cerveau reptilien, puis ça, c'est le cerveau supérieur. Fait que normalement, il serait comme ça. Puis quand l'enfant est dans sa vague de réactivité, il est comme ça. Fait que là, il est comme en panique. Puis là, ses cerveaux sont déconnectés. Hein? Son cerveau reptilien est déconnecté de son cerveau supérieur. Donc, notre rôle, quand la vague émotive est passée, c'est de l'aider à créer les chemins neuronaux pour reconnecter son cerveau qui pense, qui comprend, à son cerveau qui réagit. Et plus on va faire ça en accompagnant les émotions des enfants, plus les chemins neuronaux vont être forts tôt, plus les enfants vont avoir un accueil, une compréhension, une gestion de leurs émotions de plus en plus saine. Et parallèlement, ça va créer chez eux le regard empathique qu'on aimerait tant voir chez nos enfants. Puis là, inquiétez-vous pas, parce que la plasticité du cerveau est géniale. Donc, même chez les enfants les plus vieux et même chez les adultes, c'est possible de continuer à créer ces chemins neuronaux-là avec la méditation, avec un apprentissage de l'accueil des émotions, etc. C'est juste que chez les petits, le cerveau est tellement malléable que ça se crée très, très vite. Plus on pratique, plus on voit les résultats très, très rapidement. C'est pour ça que l'approche de parentalité empathique apporte des résultats chez les petits tellement rapidement, parce que les chemins neuronaux se créent très, très rapidement. Donc, l'empathie, notre cœur, est central dans cette démarche-là pour nous permettre souvent de renverser la vapeur, de renverser la cadence au niveau des intensités de la crise, puis justement d'amener notre enfant à mieux se comprendre puis à s'accepter aussi. Donc, c'est juste important, dans le fond, si je peux conclure cette partie-là, de ne pas restreindre l'expression des émotions de nos enfants, petits comme grands, surtout pas pendant la pandémie, parce qu'en suppressant les émotions, autant des adultes que des enfants ont bien conditionné pour apprendre à ne pas déranger, à être a good girl, pour s'éteindre. Ils se déconnectent d'eux-mêmes. Ils ne comprennent plus ce qu'ils ressentent, fait qu'ils en fouissent, ils en fouissent, ils en fouissent. Sur le site, ça explose ailleurs.
Donc, on les accompagne là-dedans. Puis là, c'est d'autant plus important pendant la pandémie parce que nous, on est plus anxieux, donc on est plus réactif. Ça se peut que vous ayez plein de réactions, plein de trucs intenses parce qu'on est anxieux, on est en crise mondiale. Donc, les enfants aussi vont avoir des comportements qui vont être un petit peu plus intenses, un peu plus extrêmes dans certains cas, parce ils cherchent un véhicule pour un exutoire de ce surplus d'énergie-là. Donc, voilà. Et ça, c'était un des aspects que je voulais aborder. Puis l'autre pôle que je voulais aborder, c'était envers nous-mêmes. De ne pas se juger et d'être doux envers nous-mêmes. On va toutes, ça nous arrive toutes, d'être dans la réactivité, d'avoir une réaction complètement inconsciente, complètement spontanée, super primitive. C'est normal. C'est normal. C'est normal même en temps de pas pandémie. Fait qu'imaginez en temps de pandémie. Donc, vraiment, il faut être doux envers nous, puis pas se juger. Parce que, en plus de l'anxiété qu'on vit en ce moment collectivement, bien, cette réactivité-là est souvent liée à des conditionnements, à des croyances, à des blessures de notre passé. Souvent des choses qu'on n'est même pas conscient qu'on porte. Donc, tu sais, c'est pas juste de notre faute. C'est déjà tellement beau de juste prendre conscience. OK, là, j'ai prié. Wow, ça me fait vraiment pas me sentir bien. Qu'est-ce qui s'est passé? On se pardonne. Puis on voit, on explore c'est quoi qui nous a fait exploser à ce moment-là. C'était quoi qui se cachait pour vrai en dessous de cette réaction-là? Puis à la fin, j'ai un petit exercice à vous proposer là-dessus. Donc, on en a tous des blessures profondes qui vont venir soit de notre enfance ou des générations précédentes qu'on porte de génération en génération. Donc, c'est totalement normal de réagir de façon inconsciente de temps en temps, même régulièrement, quand on est déclenché par nos enfants. L'idée ici, c'est de vraiment se pardonner, de pratiquer l'amour inconditionnel envers nous-mêmes, mais pas de s'arrêter là. De ne pas s'asseoir dans notre culpabilité, puis notre honte, puis on est donc bien poche. On se donne plein d'amour, puis après ça, on se dit, OK, je vais essayer de comprendre. Puis tranquillement, avec la méditation, le journaling, vraiment là, tenez-vous un petit journal quotidien de ce qui se passe avec vos enfants. C'est fou comment ça nous éclaire. Donc, une fois qu'on s'est pardonné, on essaie de comprendre la racine de notre réactivité, puis on donne de l'amour. On se donne de l'amour, on se donne de l'amour. On passe à travers. C'est donc notre rôle, notre responsabilité de prendre soin de nous en tant que parents, puis de se comprendre. De transformer notre parentalité qui est peut-être basée sur plus de la peur que de la réactivité, sans trop s'en rendre compte, en une parentalité qui est basée sur l'amour et l'empathie. Mais pour nous aussi. Puis plus on va le faire pour nous, plus on va le modéliser pour les enfants. Donc pour les enfants, ils vont juste absorber que c'est normal de s'écouter, de se pardonner, d'essayer de se comprendre, puis de s'améliorer avec le temps, puis d'être indulgent. Tu sais, c'est ça qu'on va modéliser en faisant ça pour nous. Et qu'autant qu'on va se guérir nous, on va se faire du bien à nous, qu'on va modéliser ça, puis les enfants vont absorber ça, ça va être normal pour eux d'être indulgents envers soi, puis de prendre soin de soi. Donc voilà. Puis là, je pourrais vous expliquer peut-être un peu Ouais. Donc, je vais vous expliquer l'exercice que je vous propose de faire régulièrement. Moi, personnellement, cet exercice-là a changé ma vie. C'est super simple. C'est simple, mais c'est pas toujours facile à faire, mais plus on le fait, plus ça devient facile, plus ça devient clair pour nous, plus on grandit dans notre conscience par rapport à notre réactivité face à nos enfants. Donc, sur un bout de papier, dans votre journal, je vous conseille vraiment de tenir un journal là-dessus. Vous écrivez, vous pensez à qu'est-ce qui vous a déclenché pendant votre journée. Quelle situation avec vos enfants vous a fait sortir de vos gonds? Puis, dans votre journal, vous écrivez les questions que je vous dis. Vous commencez par vous demander, OK, la dernière fois que je me suis sentie déclenchée avec mes enfants, c'était parce que, puis là, vous décrivez la situation. Et ensuite, vous répondez à cette question-ci. J'ai été déclenchée par mes enfants.
J'ai été déclenchée parce que, et là, vous répondez. Et ensuite, parce que, et là, vous plongez encore plus profondément. Et vous continuez, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arriviez à la racine de votre déclencheur, qui est généralement lié à une peur ou un sentiment de mauvais amour-propre. C'est généralement lié à ça. Là, si je peux vous donner un exemple personnel, là. Moi, j'ai vécu souvent, très souvent. Alors, par exemple, j'ai été déclenchée parce que mes enfants faisaient plein de niaiseries depuis qu'ils se sont levés le matin. Ils n'entendaient pas ma voix, je leur demandais de se calmer, ma présence, ils ne m'écoutaient pas. Hein? Ils n'entendaient plus ma voix, ils ne portaient pas attention à ma présence, qui essayait de les guider vers les différentes étapes du matin pour faire notre journée. J'ai été déclenchée parce que mes enfants faisaient des niaiseries et ne m'entendaient plus. Parce que je ne me sentais pas écoutée. J'ai été déclenchée parce que je ne me sentais pas importante. Je ne me sentais pas entendue, je ne me sentais pas vue. J'avais peur de ne plus être un guide pour eux, de ne plus être à la hauteur. J'avais peur d'être une mauvaise mère. Comprenez-vous le chemin? C'est ça. Donc, prenez en note cet exercice-là. Hein? J'ai été déclenchée parce que, parce que, parce que. Et allez toujours plus loin dans votre réflexion sur pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, et vous allez voir émerger des choses extraordinaires. Moi, ma peur de ne pas être vue, de ne pas être entendue, d'être abandonnée, je suis toute capable de comprendre d'où ça vient maintenant. Et généralement, c'est mes principaux déclencheurs. Donc ça, c'est propre à moi. Vous trouverez vos propres choses à vous. C'était pour vous donner un exemple en toute vulnérabilité. Donc, on serait dans les temps pour aller prendre des questions. Je vais ouvrir le chat. Je l'avais fermé parce que je ne voulais pas être déconcentrée. J'aurais continué à lire tout le temps. Donc, je vais faire un petit tour de ce qui se passe dans le chat, puis voir après ça les questions. OK. Pardon. OK, dans les questions. OK. Là, vous pouvez, je vous conseille de prendre l'option questions-réponses QR en bas. Je vais aller là pour prendre des questions. Là, j'en ai une. Je vais la lire. Oui, je comprends. Marie-Pierre Chiasson. Marie-Pierre, tes enfants sont très indépendants et jouent beaucoup à Fortnite. C'est moi qui ai vraiment besoin de passer du temps avec eux. Je bug vraiment et je chiale souvent que je veux faire des points en famille. J'ai comme trop de temps pour moi. J'ai le temps de méditer 2 fois par jour. Oh, j'ai le temps de faire mes exercices, écrire. Ça doit être mon enfant intérieur qui a besoin que je me reconnecte à lui. J'ai choisi de prendre 30 minutes à partir d'aujourd'hui à chacun de mes enfants. C'est magnifique. Mais tu vois, tu l'as ta réponse. J'ai décidé de prendre 30 minutes à partir d'aujourd'hui avec chacun de tes enfants pour faire quelque chose avec lui, mais que l'enfant décide. C'est de toute beauté. Et je pense pas que tu ailles à te sentir coupable parce que tes enfants sont indépendants. Ça veut dire qu'ils se sentent bien. Mais c'est beau de te faire passer en premier, ça fait des enfants avec un modèle magnifique. Je trouve vraiment que c'est une super bonne initiative de prendre du temps chaque jour, pas besoin d'être long, 30 minutes, pour faire une activité que ton enfant veut faire. Ça va vraiment créer une connexion extraordinaire avec tes enfants, puis toi, ça va te nourrir, ça va nourrir ton enfant parce qu'il y a sûrement quelque chose derrière ça aussi. Personnellement, j'ai aussi des enfants qui jouent énormément entre eux. Des fois, ça peut passer, je peux avoir 1 heure ou 2 sans... Mes enfants sont tout petits, là, mais 1 heure ou 2 sans que personne me parle, puis je commence à me sentir pas vue, justement. Puis je sais que c'est lié à mon enfant intérieur, de ne pas me sentir vue, de ne pas être importante. Donc, il y a tout ça aussi, pas beaucoup d'amour, mais vraiment bravo de prendre l'initiative de passer ce temps-là connecté avec chaque enfant. Je suis certaine qu'eux vont en sortir de façon grandie, ils vont adorer ça, c'est sûr. Je prends une autre question. Comment doit-on agir précisément avec notre enfant en crise? Lui nommer ses émotions, s'asseoir à côté de lui pendant qu'il vit ses émotions, attendre que ça passe. Myriam,
quel âge ont tes enfants? Fait que ça va dépendre de l'âge de chaque enfant. Si tu veux juste me l'écrire dans la conversation, dans le chat, l'âge de tes enfants. Pour les tout petits, je vais faire une réponse pour les enfants plus petits. Comment agir quand notre enfant est en crise? Bon, c'est sûr que c'est relatif à différentes choses. Au genre de crise, qu'est-ce qui a été le déclencheur de la crise? Et aussi ce que préfère ton enfant. Généralement, moi, ce que je conseille, c'est de rester entièrement disponible pour l'enfant quand il est tout petit. Quand il est plus vieux, on peut avoir une séparation physique. Quand c'est un tout petit, on reste proche. Tu peux lui dire « Je vois que tu es X, Y, Z, je vois que tu es fâché présentement, je vais rester près de toi, je ne te laisserai pas tout seul dans cette grosse vague d'émotions-là, je reste proche, on va attendre que ça passe. » Puis il y en a qui ça va être suffisant pour eux. Tu peux lui demander, tu peux nommer toujours ton émotion. Bon, je vois que tu es vraiment très fâché en ce moment, ou je vois que tu as vraiment de la peine, tu aurais aimé que ton ami te prête son camion. Enfin. Est-ce que tu as besoin d'un câlin? Des fois, les enfants ont un câlin, un contact physique fort, on peut le serrer quand même fort, ça va les aider physiquement à faire relâcher le surplus d'émotions. Et quand on sent que la vague se termine, on le voit dans notre enfant, dans le regard de notre enfant, quand il y a une possibilité de connexion entre les deux cerveaux. Vraiment, il sort de sa crise, puis tout d'un coup, son regard est présent. Là, tu peux commencer à coacher, à lui dire oh, tu étais vraiment fâché, tu aurais vraiment aimé ça, avoir un deuxième biscuit. Je comprends. Imagine si tu pouvais manger tout le paquet. Puis là, tu peux faire de l'humour, mais peut-être pas non plus. Il faut que tu vois avec ton enfant ce qui passe. Mais de nommer, d'écrire ce que tu penses qui s'est passé. Tu peux lui demander si c'était ça. T'aurais aimé ça manger des biscuits, hein? C'était vraiment ça qui t'a rendu fâché? Puis des fois, c'est même pas ça, mais c'est ça qu'on pensait. Et de nommer. Proposer des câlins. Rassurer que tu vas rester proche. Est-ce que ça... Tu peux me dire dans le chat si ça répond à ta question? Claudie Racine, oui, le neurologue, c'est Daniel Siegel. Je vais l'écrire dans le chat. Il a écrit, entre autres, Le cerveau de votre enfant, 12 étapes faciles pour le comprendre, aux éditions Guy Saint-Jean. Ou sinon, en anglais, c'est The Whole Brain Child. C'est un bouquin super simple à lire, avec vraiment beaucoup d'outils. C'est excellent. OK. Aude, pour la gestion du quotidien, je trouve ça épuisant de rester connectée à mes enfants et de les laisser venir à moi et accueillir, puis les laisser aller pour me permettre de remettre à mes activités. Qu'est-ce que tu trouves épuisant dans tout ça? Est-ce que c'est parce que tu te mets la pression de devoir toujours être connecté avec tes enfants? Parce que ça, c'est clair que c'est épuisant. Est-ce que c'est le fait de t'installer pour faire quelque chose, puis que là, ils vont venir t'interrompre, puis repartir, mais toi, tu dois te remettre dans tes activités? Et j'aurais besoin d'un peu plus de précision, je pense, pour mieux répondre à ta question, Aude, si jamais... mais la vie avec des petits, ça demande beaucoup d'énergie, ça, c'est sûr. La vie avec des enfants, ça demande beaucoup d'énergie. Laurence, comment fais-tu pour garder un ton doux quand tu donnes une consigne interdite quelque chose? À une puce d'1 an, ben, un enfant d'1 an, c'est dans le moment présent. Donc, première chose à faire, Laurence, c'est de t'assurer que la consigne que tu donnes, l'interdit que tu veux donner à ton enfant est nécessaire. Parce que s'il y en a trop, l'enfant va être... il est tellement dans le moment présent à 1 an, il est tellement en mode explorateur. S'il y en a trop, c'est comme s'il n'y en avait pas. Okay? Donc, je t'invite vraiment à questionner chaque interdit que tu as mis, voir si c'est des choses que tu as besoin, que ton enfant a besoin, ou si c'est des conditionnements. Parce que moi, au début, avec mon premier, j'en avais des règles, puis à un moment donné, j'ai fait « Wow, ces règles-là, ils viennent de où? Ils viennent de ma mère, mais chez nous, ça ne s'applique pas. Ils viennent de la garderie, ils viennent de... » Tu sais, lesquelles ont de la valeur pour nous. Ça va vraiment aider à les appliquer. Et avec un enfant d'1 an qui est dans le moment présent, un enfant d'1 an, ça a un moment présent seulement, ça ne pense pas à la minute suivante. C'est la constance et la répétition en douceur.
Et à cet âge-là aussi, un contact physique. Ça prend un contact physique. Donc, c'est pas de l'arracher à ce qu'il fait, c'est d'aller à côté de lui, le toucher, pour être sûr qu'il y a un contact. Non, je te demande, rappelle-toi la terre, elle reste dans le pot de plante. Viens, je vais t'amener. Puis là, tu rediriges. L'enfant qui creuse dans un pot de plante a le goût d'explorer des matières. Il a un besoin d'exploration naturelle avec de matière. Donc, tu lui fais un bac à sable ou un bac de farine avec de l'huile pour faire du sable lunaire, puis tu le laisses fouiller là-dedans. Il y a un besoin derrière ce comportement-là. Donc, c'est de la rediriger. Ça demande de la patience, de la constance, mais ça vient, plus tu vas avoir une constante, plus ça va se régler rapidement. Mais redirige, essaie de voir qu'est-ce qu'il essaie d'assouvir comme besoin dans ce qu'il fait, puis redirige-le. Où est-ce qu'il peut assouvir ce besoin-là, mais que ce soit respectueux de ce que tu veux chez toi. C'est parfait. Parce que oui, les pots de plantes, hein? Tu vois, je vois que l'expérience du pot, on point, il n'y a pas un enfant d'1 an qui ne tripe pas à creuser dans la terre des pots de plantes. Mais moi, j'ai décidé de ne pas enlever aucune de mes plantes. Je les ai toutes laissées là, rediriger, à un moment donné, ils les ont laissées tranquilles, puis ils allaient chercher un bac de sable lunaire, ou bien on allait dehors pour creuser dans la terre, tu sais. Fait que c'est juste un exemple, mais voilà. Myriam, précision de tes crises sur quand tu changes tes couches. Je ne sais pas il y a quel âge ton enfant, mais peut-être qu'il est rendu à l'âge de changer sa couche debout. Tu peux aussi être dans simplement l'empathie. Je sais que tu n'aimes vraiment pas ça quand on doit changer ta couche, mais tu vas avoir des bobos faits. Alors, je suis désolée, mais je dois te changer la couche. Puis là, tu peux tout exprimer ça, mais en le faisant quand même, parce que tu n'as pas le choix de changer sa couche. Donc, il y a cette danse-là dans la compréhension puis la communication que tu as avec ton enfant. On pense des fois qu'on leur dit quelque chose puis qu'ils ne comprennent pas ce qu'on dit, mais ils comprennent de plus en plus les mots, mais ils comprennent l'énergie de ce qu'on communique. Fait explique-lui. Je le sais que tu n'aimes pas ça de changer ta couche. Moi, à partir de 14 mois, même 12, j'ai changé de bout. Ça a vraiment facilité la transition aussi vers la propreté. Donc, un petit truc. Milly, quand il y a un trop-plein d'énergie chez notre enfant qui le réveille durant la nuit pour jouer, c'est un truc pour l'accompagner, sans l'encourager. Je suis désolée, Milly, que tu vives ça. Je l'ai vécu avec mon 3 ans. Ce que j'ai fait, moi, personnellement, pour mon 3e enfant, qui avait des grosses périodes de réveil nocturne, je lui ai fait un espace sécuritaire avec un matelas au sol, avec 2-3 jouets proches de son matelas. Puis lui était incapable de ne pas être optimal avec moi, donc j'avais mis un grand matelas dans sa chambre, puis je dormais, puis je l'entendais jouer un peu, mais je laissais la lumière fermée, moi je restais complètement immobile, je somnolais, puis il revenait se coucher, puis ça passait. Donc c'est pas encouragé, c'est pas soutenu, mais c'est pas non plus... avec l'observation, je voyais qu'il était fait comme ça. Donc, au lieu de le forcer à revenir, je lui ai créé un environnement qui pouvait sortir et rentrer dans son lit, puis ça s'est passé avec le temps. Myriam, ouais, 21 mois, oui, tu peux vraiment le changer debout. Essaie. Même peut-être qu'il te montre tranquillement qu'il est prêt à explorer la propreté. Tu pourrais même le mettre en bobette à la maison. Essayer, voir. Mais sans pression d'être propre. Là. Mais c'est peut-être un irritant pour lui, la couche, pour ton enfant. Peut-être ça l'irrite, ça gratte, c'est inconfortable. Puis qu'il associe le changement de couche à ça. Fait que des petites choses à explorer. Il y a beaucoup de questions. Comment réagir à la violence de mon enfant? Ma fille a 2 ans et demi, je suis en fin de grossesse et quand elle est en crise, elle a tendance à frapper notamment mon ventre. Ça me dépasse, je n'arrive pas à réagir calmement. Je comprends. Salomé, je sais ta question. Je comprends. Premièrement, c'est vraiment important de te rappeler tout le temps qu'il n'y a rien de plus normal qu'un enfant de 2 ans et demi qui réagit avec des gestes agressifs. C'est super normal, taper, mordre, réagir, taper, mordre, pousser, c'est normal. Quand elle est en crise, elle n'est pas en contrôle d'elle-même en plus, donc ça peut être... ça nécessite d'être réorienté, évidemment.
Mais pendant la crise comme telle, c'est pas le moment de la cérémonie. Donc, tu peux lui dire, pendant qu'elle est en crise et qu'elle essaie de frapper ton ventre, tu peux lui dire, regarde, je vois à quel point tu es fâchée en ce moment et que tu n'as pas le contrôle de tes bras. Je vais les tenir doucement pour te protéger et me protéger, pour que personne ne se fasse mal. Puis là, tu la tiens doucement. Puis tu lui montres que tu es là pour elle. Puis quand sa vague est finie, qu'elle est revenue à elle, là, tu rediriges. Quand on est fâché, tu étais vraiment fâché, là, tu fais l'empathie. Tu étais vraiment fâché pour telle raison, je comprends. Frapper, ça fait des gros bobos. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place? Puis là, tu peux lui montrer à peut-être frapper dans un coussin le temps que ça passe, de venir le crier, n'importe quoi qui est mieux que de frapper. Et constance, encore là, la constance. Mais présentement, elle doit sentir qu'il y a un autre enfant qui s'en vient. Ça fait ressortir des réactions primitives chez les petits. La peur du... Mais on sont en mode survie. Quand ils voient qu'il y a quelqu'un dans la fratrie qui arrive ou qui est arrivé, c'est des instincts de survie qui embarquent. Parce que c'est comme s'il n'y avait pas assez de ressources s'il y a un autre enfant qui arrive. Donc, être un peu en mode fight or flight pour sa vie. Fait que aussi, tu peux la rassurer du fait qu'il y a assez d'amour pour elle. Il y a assez d'amour pour elle dans ton cœur de maman, tu sais, que ton cœur de maman grandit en même temps que tu fais des nouveaux enfants. Des fois, ces choses-là, ça va vraiment les rassurer. Tu peux aussi, quand il y a un moment qui est super calme, lui dire, tu sais, viens proche de moi, puis tu peux lui demander comment tu te sens que tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. La laisser dire tout ce que ça veut dire. Même si des fois, ça peut être des paroles agressives ou des paroles un peu violentes à notre perception, on la laisse s'exprimer. Puis des fois, juste le fait de sortir ces informations-là d'elle-même, de s'être senti aimée puis accueillie, va être suffisant des fois pour atténuer des comportements. Donc, il y a des petites pistes à explorer pour toi. Là, je vais prendre encore 2 questions parce que mon amoureux attend après moi pour travailler lui aussi. Alors, Julie. Bonjour Elisabeth, ma petite fille a 6 ans et elle est très émotive, sensible depuis toujours. La période actuelle est difficile pour elle. Je comprends. J'ai aussi des enfants extrêmement sensibles qui ont besoin elle a besoin de le sortir, puis elle a besoin d'être rassurée et sécurisée. Donc, renforcez votre rythme quotidien, une espèce de, pas une routine, il faut que ça soit plus souple que ça, mais un rythme établi pour qu'elle ait de la prévisibilité, rendre ton quotidien le plus normal possible, puis vraiment l'accueillir dans ça, dans cette expression de sa sensibilité. La sensibilité chez les enfants, c'est vraiment une très grande qualité à garder dans le temps. C'est vraiment précieux. Fait que souvent, on a tendance à leur dire « Ah, t'es bien trop sensible, tu pleures encore, t'es bébé. » Non, ça doit être célébré, cette sensibilité-là. Je sais que c'est pas facile, c'est exigeant, mais c'est ça. J'espère que ça t'aide. OK. Va-t-il choisir une dernière question? Cilia. En temps de confinement, la relation aux enfants est plutôt fluide pour moi. C'est souvent avec le papa que c'est plus difficile à gérer, qui a moins de patience, part vite sur terre les émotions, car il a du mal à supporter les hurlements. Nos enfants pleurent vraiment fort, chez nous aussi. Donc, l'empathie est difficile de son côté. Je suis souvent entre tout le monde. C'est assez compliqué comme position. Je comprends ce que tu vis, Célia. Je te dirais que c'est quelque chose de fréquent dans les familles. Parce que vous vous en doutez, vous êtes ici, là, les gens ne s'éveillent pas au même rythme. On ne peut pas forcer les prises de conscience chez quelqu'un d'autre. Puis, si ça peut te rassurer, un enfant a juste besoin d'un parent conscient pour faire la différence dans sa vie. Puis, si pour toi, c'est fluide avec tes enfants, plus le papa va être témoin de la facilité que ton approche apporte au quotidien, la qualité relationnelle avec tes enfants. Tu sais, ça, à un moment donné, ça va être tellement parlant que ça va teindre son regard au fil du temps. Tu sais. C'est sûr que si ton chum
intéressé par de la science ou des affaires comme ça, peut-être que lui faire des lectures bref, ou des petits passages. Hey, regarde, j'ai lu ça, voir, regarde comment c'est pertinent. Tu sais, ça peut allumer des cloches, mais vraiment, c'est la modélisation le plus puissant dans ce cas-là. La conversation. Tu peux juste lui parler de comment tu as vécu certaines situations dans la journée, puis rapporter, mettons, les succès que tu as eus, mais juste pour toi par rapport à toi-même, jamais dans la comparaison puis le jugement, puis lui, dans la conversation, ouais, OK. Ça va faire son chemin doucement. Tu sais, c'est de la déconstruction, fait que c'est pas facile, ça peut pas être imposé à quelqu'un d'autre. Donc, plein d'amour pour toi, je sais que c'est tough. Personne n'est pareil dans toutes les situations de toute façon. Donc, mon chum, on en a des places où on n'est pas à la même place dans notre réaction, dans nos façons d'être avec les enfants. Donc, voilà, c'est ça. Mais pour te rassurer, un enfant a juste besoin d'un parent conscient. Un parent qui va prendre son bord, mais pas nécessairement devant l'autre parent, là, mais qui va l'accueillir puis le célébrer. J'espère ça. Bon, OK, une petite dernière, j'apprends au hasard, puis après ça, on va se dire au revoir. Julie, comment procéder avec un nouveau-né qui pleure sans qu'on comprenne pourquoi? Ah, les nouveau-nés. Je sais, ça pleure beaucoup. Un nouveau-né peut pleurer 20 heures sur 24. C'est pas facile de comprendre pourquoi un nouveau-né pleure quand on est fatigué, qu'on est dépassé sur tout nouveau. J'espère que tu as un bon porte-bébé. Une fois que tu as vérifié, quand ton enfant commence à pleurer, une fois que tu as vérifié ta petite checklist, genre, y a-tu faim, y a-tu froid, y a-tu mal, après ça, y a-tu besoin de connexion, puis tu le prends, puis au pire, il pleure dans tes bras. Les pleurs, moi, ça m'a vraiment aidée. Ça, c'est Martha Gerbert qui communique ça. C'est qu'un pleur, c'est inconfortable pour la personne qui l'entend, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça doit être arrêté, stoppé. C'est inconfortable pour nous, mais c'est un besoin pour beaucoup de bébés. Sortir un trop-plein d'énergie, un trop-plein de ressenti, trop de stimuli. Un bébé surstimulé pleure beaucoup. On pense qu'il faut stimuler nos bébés, là, mais regarder nos doigts, c'est suffisant. Regarder le plafond, c'est suffisant. Donc, trop de bruit, trop de lumière, trop de stimuli, trop de jouets, ça va faire pleurer des bébés. Puis, après ça, une fois que tu as fait ta checklist, tu lui donnes de l'amour, de la présence, puis son pleur va passer. Je sais que ça peut être dur à entendre. Un bébé pleurer longtemps, c'est pas fait pour lui. Comme je dis, je ne sais pas si tu as un partenaire, vous pouvez partager le temps de le prendre dans vos bras pour que ce soit moins lourd. Trouvez-vous des petits trucs comme ça, mais le porte-bébé, le partage du temps avec le bébé dans les bras. Voilà, j'espère que ça t'aide un petit peu. Donc là, je vais vous dire un gros merci. C'était un honneur pour moi d'être avec vous pour ce cercle-là. C'était vraiment doux. J'espère que ça vous a apporté du bon. J'espère que ça vous a apporté. Vraiment, c'est mon plus grand souhait. Prenez soin de vous. Restez en sécurité. Aimez vos enfants. Aimez vos enfants. Surtout quand on a moins le goût des aimer, là, quand ils crient fort, qu'ils pleurent fort, qu'ils tapent, qu'ils frappent, aimez-les encore plus. C'est de ça qu'ils ont besoin. En même temps, ça va vous apporter tellement d'amour, puis vous allez voir, ça ne va pas les gâter, ça va les transcender. OK? Merci. Merci.